Vous savez ce moment où votre téléphone sonne et vous sentez immédiatement que quelque chose ne va pas. C'est exactement ce qui m'est arrivé un mardi matin de mai, alors que je terminais la traite des chèvres dans ma ferme de Provence. Le nom de ma sœur Léa s'affichait sur l'écran et mon estomac s'est noué instantanément. Je m'appelle Julien, j'ai 34 ans et je possède une exploitation agricole de 15 hectares dans le Luberon, avec des champs de lavande, un petit vignoble et une chèvrerie artisanale. Cette terre, je l'ai achetée il y a 8 ans avec mes économies et un crédit bancaire que je rembourse encore. Chaque mètre carré de ce domaine représente des années de travail acharné, des nuits blanches et des sacrifices que ma famille parisienne n'a jamais vraiment compris. Mais revenons à cet appel téléphonique. Salut Julien, a gazouillé Léa avec cette voix surexcitée qu'elle prend quand elle veut quelque chose. Tu es occupé? Je suis toujours occupée, Léa. C'est une ferme, pas un bureau parisien où on prend des pauses café toutes les heures. Oh, ne sois pas grognon comme ça. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Thomas et moi, on a enfin fixé la date du mariage, le 15 septembre. C'est génial, ai-je répondu sincèrement. Félicitations. Vous avez trouvé un lieu? Justement, c'est là que ça devient intéressant. Mon radar de méfiance s'est activé immédiatement. Le ton de Léa avait cette qualité particulière, ce mélange d'enthousiasme forcé et de nervosité à peine dissimulée qui signifiait toujours des ennuis. Intéressant comment? Eh bien, tu sais que Thomas et moi cherchions un endroit magique pour célébrer notre union, quelque chose d'authentique, de champêtre, loin du tumulte parisien. Et puis on s'est dit, mais bien sûr, la ferme de Julien, c'est tellement pittoresque avec tes champs de lavande et tout. Ça sera comme dans ces magazines de mariage rustique. Attends, attends. Vous voulez faire votre mariage ici? À la ferme? Pas juste ici, Julien. On va faire notre mariage ici. C'est décidé. Maman et papa sont d'accord. Rachel, notre organisatrice de mariage, a déjà tout planifié. On va installer une tente dans le pré, derrière ta maison, mettre des guirlandes lumineuses dans les lavandes, et il y aura un service traiteur gastronomique. Ce sera absolument féerique. Mon cerveau tournait à plein régime. Vous avez déjà tout planifié? Sans me demander mon avis? Mais on te le demande maintenant, a protesté Léa. Et puis franchement, pourquoi tu refuserais? C'est ta petite sœur, le jour le plus important de ma vie. Léa, j'ai des chèvres à traire, des vignes à entretenir, une exploitation à gérer. Je ne peux pas juste transformer mon lieu de travail en salle des fêtes. Oh allez Julien, ne sois pas égoïste, ce n'est qu'un jour, un seul petit jour sur 365. Et puis ça pourrait même être bon pour ton image. Tu sais attirer des clients pour tes fromages artisanaux et tout ça. J'ai pris une grande respiration, essayant de garder mon calme. Écoute, on en reparlera. Mais je ne promets rien, il faut que j'y réfléchisse. Super! Je savais que tu comprendrais. Bon, je dois y aller, j'ai rendez-vous avec Rachel pour choisir les fleurs. Je t'aime, grand frère. Elle a raccroché avant que je puisse clarifier que je n'avais absolument rien accepté du tout. Les 2 semaines suivantes ont été relativement calmes. J'ai presque réussi à oublier cette conversation, me convainquant que Léa et Thomas finiraient par trouver un château ou un domaine viticole traditionnel pour leur cérémonie. Après tout, Thomas venait d'une famille aisée du 16e arrondissement. Il pouvait s'offrir n'importe quel lieu prestigieux. Puis est arrivé ce samedi matin de juin qui a tout changé. Je revenais du marché fermier de Gordes, où je vends mes fromages de chèvre chaque week-end. C'était une matinée magnifique, le genre de journée qui vous rappelle pourquoi vous avez choisi cette vie difficile, mais tellement gratifiante. Le ciel était d'un bleu éclatant, l'odeur de la lavande commençait à embaumer l'air, et j'avais vendu toute ma production de la semaine. En arrivant à l'entrée de ma propriété, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'anormal. Ma boîte aux lettres, installée au bout du chemin de terre, était littéralement en train de déborder. Des enveloppes blanches, élégantes, s'échappèrent de tous les côtés. Certaines étaient même tombées par terre. J'ai garé mon camion et je me suis approchée, perplexe. Qu'est-ce que c'était que ce déluge de courrier? J'ai pris une enveloppe au hasard. Du papier de qualité, épais et texturé. Une calligraphie sophistiquée ornait le devant. Et puis j'ai lu l'adresse de retour. Domaine de Julien Moreau, chemin des Lavandes, Gordes, Vaucluse. Mon adresse. Ma ferme. Mais l'enveloppe n'était pas adressée à moi. Elle était adressée à monsieur et madame Dubois, à Paris. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, un carton d'invitation élaboré avec des motifs floraux dorés et cette inscription gravée en lettres élégantes. Léa Moreau et Thomas Laurent ont la joie de vous inviter à célébrer leur mariage le samedi 15 septembre à 15 heures au domaine de Julien Moreau, chemin des Lavandes, Gordes, Provence. Un cocktail et une réception suivront la cérémonie sur place. RSVP, avant le 1er août, à l'adresse indiquée ci-dessous. J'ai relu 3 fois, puis 4 fois. Mon cerveau refusait de traiter l'information. Ils avaient envoyé les invitations, les véritables invitations de mariage, avec l'adresse de ma ferme, sans jamais me demander la permission définitive, sans même me prévenir. J'ai commencé à compter les enveloppes dans ma boîte aux lettres. 23 retours, 23 invitations revenues à l'expéditeur pour diverses raisons, adresse incorrecte, destinataire inconnu, ce qui signifiait que les autres, toutes les autres, étaient bien arrivées à destination. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Léa. Sonnerie, sonnerie, répondeur. Léa, c'est Julien. Rappelle-moi immédiatement, c'est urgent.
J'ai ensuite appelé ma mère, Marguerite. Allô, mon chéri, a-t-elle répondu joyeusement. Comment va mon fils fermier? Maman, est-ce que tu es au courant pour les invitations de mariage? Oui, bien sûr. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Léa et Thomas ont vraiment fait un travail formidable. J'en ai reçu ma copie hier. Le graphisme est absolument élégant. Maman, elles indiquent l'adresse de ma ferme. Oui, évidemment. C'est là que se déroulera le mariage. Et on t'a informé que je n'ai jamais donné mon accord pour ça? Un silence. Un long silence inconfortable. Quoi? Mais Léa m'a dit que tu étais ravie de l'idée, que tu avais proposé ta ferme toi-même. C'est absolument faux. Léa m'a appelé il y a 2 semaines pour me demander, et je lui ai clairement dit que je devais y réfléchir. Je n'ai jamais donné mon accord. Oh, oh mon Dieu. Julien, il doit y avoir un malentendu. Léa était tellement certaine que tu étais d'accord. Elle en a parlé pendant des semaines. Un malentendu. Maman, il y a 200 invitations qui ont été envoyées avec mon adresse sans ma permission. Ce n'est pas un malentendu, c'est une violation complète de mes limites. Ne crie pas, Julien. Je suis sûre qu'on peut arranger ça. Léa ne voulait pas te contrarier. Tu connais ta sœur, elle est juste tellement excitée par son mariage qu'elle ne réfléchit pas toujours. Ne pas réfléchir, elle a organisé un événement entier sur ma propriété sans mon consentement. Tu te rends compte de ce que ça implique? L'assurance, la responsabilité civile, les dégâts potentiels, les perturbations de mon exploitation? Écoute mon chéri, je comprends que tu sois contrarié, mais réfléchis un instant. C'est le mariage de ta petite sœur. Le jour le plus important de sa vie. Tu ne vas quand même pas le gâcher pour une question de principe, n'est-ce pas? Une question de principe? Maman, c'est ma propriété, ma terre que je paie chaque mois. Ma vie professionnelle qui sera perturbée. Ce n'est pas une question de principe, c'est une question de respect fondamental. Je sais. Mais pense à Léa. Si tu refuses maintenant, après que les invitations ont été envoyées, elle sera humiliée. Tous ses amis, toute la famille, tout le monde sait déjà. Comment va-t-elle expliquer ça? Ce n'est pas mon problème, maman. C'est elle qui aurait dû demander ma permission avant. Julien, s'il te plaît, ne sois pas cruel. Je sais que tu es en colère, et tu as le droit de l'être. Mais pense à la situation dans son ensemble. Nous sommes une famille. J'ai fermé les yeux, sentant une migraine naissante pulser derrière mes tempes. Laisse-moi parler à Léa d'abord. Et ensuite on verra. C'est tout ce que je demande, mon chéri. Un peu de compréhension familiale. Après avoir raccroché, je me suis assis sur les marches de ma maison, regardant mes champs de lavande onduler doucement dans la brise. Cette terre représentait ma liberté, mon indépendance, le fruit de mon travail. Et maintenant, ma propre famille essayait de me la prendre, même temporairement, sans le moindre égard pour mes sentiments. Mon téléphone a sonné. Léa. Julien, j'ai eu ton message. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? Ce qui se passe. Tu as envoyé 200 invitations de mariage avec l'adresse de ma ferme sans jamais m'avoir demandé ma permission définitive. Mais je pensais que tu étais d'accord. Tu as dit qu'on en reparlerait. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Y réfléchir ne signifie pas oui. Ça signifie exactement ce que ça veut dire, que je dois y réfléchir. Oh mon Dieu, Julien, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Sa voix s'était brisée et j'ai entendu des sanglots étouffés. Une partie de moi s'est sentie coupable, mais une autre partie, la partie qui avait été trahie et piétinée, est restée ferme. Faire quoi exactement? Protéger ma propre propriété? Tu ne comprends pas. Thomas et moi, on a tout organisé. L'organisatrice de mariage, le traiteur, les fleuristes, les musiciens. Tout le monde sait que c'est à ta ferme. Si tu annules maintenant, je vais passer pour une idiote complète devant tout le monde. Léa, tu aurais dû penser à ça avant d'envoyer les invitations. Tu as pris une décision énorme concernant ma vie, ma propriété, sans me consulter réellement. Comment as-tu pu penser que c'était acceptable? Je ne sais pas, d'accord? J'étais juste tellement excitée, et Rachel disait que ta ferme serait l'endroit idéal. Et maman et papa étaient d'accord, et je pensais juste que tu serais content de faire partie de ça, et maintenant tout est gâché. Elle pleurait vraiment maintenant, de gros sanglots qui faisaient vibrer le téléphone. Léa, calme-toi, on va trouver une solution. Quelle solution? Il reste 3 mois. 3 mois. Tu sais combien il est difficile de trouver un lieu en Provence pour un mariage de septembre? C'est impossible, absolument impossible. J'ai pris une grande respiration. Écoute, je ne dis pas définitivement non, mais il faut qu'on parle, qu'on établisse des règles claires, des limites, des responsabilités. Tu veux dire que tu vas peut-être accepter? Je veux dire qu'on doit avoir une vraie conversation. Pas toi qui décides unilatéralement et ensuite qui me mets devant le fait accompli. Une vraie discussion d'adulte. D'accord. D'accord, oui. Quand est-ce qu'on peut se parler? Ce week-end. Viens à la ferme, avec Thomas. Et votre organisatrice de mariage, on va clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Merci, Julien. Merci tellement. Je te promets qu'on va tout arranger. Ne me remercie pas encore. Je n'ai rien promis. Après avoir raccroché, je me suis demandé si je ne venais pas de faire une terrible erreur. Mais Léa était ma sœur. Malgré tout, malgré cette trahison, elle restait ma sœur. Et une partie de moi voulait croire qu'on pouvait résoudre ça de manière civilisée. Je ne savais pas encore à quel point j'avais tort.
Le samedi suivant, une Peugeot argentée s'est garée devant ma maison à exactement 14 heures. Léa en est sortie, suivie de Thomas et d'une femme impeccablement habillée que j'ai supposée être Rachel, l'organisatrice de mariage. Léa portait une robe d'été blanche et des lunettes de soleil Chanel. Thomas était en pantalon beige et chemise blanche, les manches roulées avec désinvolture. Rachel, la quarantaine élégante, tenait une tablette iPad et un classeur épais. Julien a crié Léa en se précipitant vers moi pour une accolade. J'ai essayé de garder une distance émotionnelle, mais c'était difficile. Malgré tout, c'était ma petite sœur. Bonjour Léa, Thomas, Madame, Rachel, a corrigé l'organisatrice avec un sourire professionnel. Enchantée de vous rencontrer enfin, Julien. Léa m'a tellement parlé de vous et de cette magnifique propriété. Je les ai guidés vers la terrasse derrière la maison, où j'avais préparé une carafe de citronnade et quelques chaises. Avant qu'on commence, ai-je dit en m'asseyant, je veux établir quelque chose de très clair. Je suis ici pour écouter, pour comprendre, mais je n'ai encore rien accepté. Et si on devait aller de l'avant, ce serait avec des conditions très strictes. Bien sûr, a acquiescé Thomas rapidement. On comprend complètement. On n'aurait jamais dû envoyer les invitations sans ton accord formel. C'était une erreur de notre part. J'ai apprécié son ton. Au moins, lui semblait comprendre la gravité de la situation. Alors, laissez-moi vous expliquer notre vision, a commencé Rachel en ouvrant sa tablette. Nous envisageons une cérémonie intime et champêtre pour environ 180 invités. 180. J'ai cru que vous aviez envoyé 200 invitations. Oui, mais avec les refus attendus, on table sur 180 présents, a expliqué Rachel. La cérémonie elle-même se déroulerait dans votre champ de lavande avec des chaises blanches disposées en demi-cercle. Ensuite, le cocktail serait servi près de la grange et la réception avec dîner et danse se tiendrait sous une tente installée dans le pré. J'ai regardé dans la direction qu'elle indiquait, le pré où mes chèvres passaient leur journée. Mes chèvres sont dans ce pré, ai-je souligné. Oh, ne vous inquiétez pas, elles seront déplacées temporairement, a balayé Rachel d'un geste de la main. Déplacées où exactement? Elles ont leurs habitudes. Les chèvres sont des animaux de routine. Les perturber pourrait affecter leur production laitière pendant des semaines. On n'avait pas pensé à ça, a admis Thomas. Peut-être qu'on pourrait utiliser un autre espace? La chose, c'est que votre propriété est assez limitée en termes d'espace plat adapté pour une tente de cette taille, a objecté Rachel. Le pré est vraiment l'option idéale. Continuez, ai-je dit sèchement. Quoi d'autre? Rachel a détaillé son plan. L'installation commencerait le jeudi précédant le mariage. Ils auraient besoin d'accès électrique, d'eau courante, de zones de stationnement pour les véhicules du traiteur et de l'équipe technique. La tente elle-même nécessiterait des poteaux enfoncés dans le sol. Il y aurait des générateurs pour l'éclairage et la sonorisation. Plus elle parlait, plus mon anxiété augmentait. Ce n'était pas juste un après-midi de célébration, c'était une opération logistique massive qui allait complètement bouleverser ma ferme pendant au moins une semaine. Et l'assurance? Ai-je demandé. Si quelqu'un se blesse sur ma propriété, qui est responsable? Un silence. On n'a pas encore réglé ce détail, a admis Thomas. C'est un détail assez important, ai-je rétorqué. Si un invité trébuche et se casse la jambe, si quelqu'un a une intoxication alimentaire, si un enfant se fait piquer par une abeille et fait une réaction allergique, qui paie? On peut souscrire une assurance événementielle, a suggéré Rachel. C'est assez standard. Qui couvre aussi le propriétaire du terrain? Ma responsabilité civile d'exploitation? Je devrais vérifier, a-t-elle admis. Julien, on va résoudre tous ces problèmes, a promis Léa. On ne va pas te laisser prendre des risques. Ce n'est pas juste une question de risque, Léa, c'est mon lieu de travail. Pendant toute cette semaine d'installation, de mariage et de démontage, comment je continue mes activités normales? Mes livraisons de fromage, mes marchés fermiers, mes visites de clients? On peut t'aider financièrement pour compenser, a offert Thomas. Si tu perds des revenus, on peut te dédommager. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une question d'argent. Enfin si, c'en est une en partie. Mais c'est surtout une question de respect et de limite. Léa m'a regardé avec ses yeux de petite sœur qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. S'il te plaît, Julien, on ne te demande pas la lune, juste un jour. Un seul jour pour le plus beau moment de ma vie. Un jour qui nécessite une semaine complète de préparation et de nettoyage, ai-je corrigé. Une semaine où ma ferme devient un chantier de construction. On sera très discret, a promis Rachel. L'équipe technique est extrêmement professionnelle. Ils ont l'habitude de travailler dans des lieux sensibles. J'ai soupiré profondément. Écoutez, je ne dis pas non catégoriquement. Mais il y a des conditions absolues, non négociables. Lesquelles? A demandé Thomas en sortant son téléphone, prêt à prendre des notes. Premièrement, une assurance complète qui me couvre personnellement ainsi que ma propriété. Je veux voir le contrat avant de donner mon accord final. Deuxièmement, aucun accès à mes bâtiments d'exploitation. La chèvrerie, la fromagerie, les zones de stockage sont strictement interdites aux invités. Troisièmement, toute installation dans les champs doit être approuvée par moi pour éviter d'endommager mes cultures.
Quatrièmement, mes animaux restent où ils sont. Vous trouvez un autre emplacement pour votre tente ou vous réduisez le nombre d'invités. Et cinquièmement, je veux un dédommagement financier pour la perturbation de mes activités. Thomas tapait frénétiquement sur son téléphone. C'est tout? Non. Je veux aussi avoir le dernier mot sur tous les aspects logistiques. Si je dis que quelque chose ne peut pas être fait, c'est non. Pas de discussion. Rachel a eu l'air légèrement vexée. D'habitude, j'ai carte blanche pour organiser mes événements. D'habitude, vous n'organisez pas sur la propriété privée de quelqu'un qui n'a jamais vraiment accepté, ai-je rétorqué sèchement. C'est juste, a admis Thomas rapidement. On accepte toutes tes conditions, Julien, absolument toutes. Léa s'est levée et m'a serré dans ses bras. Merci, merci, merci. Tu es le meilleur grand frère du monde. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. J'espère que tu as raison, ai-je murmuré. Mais au fond de moi, j'avais déjà un mauvais pressentiment. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de communication, de contrats et de planification. Rachel m'envoyait des emails quotidiens avec des questions sur des détails que je n'aurais jamais imaginé devoir considérer. La capacité de charge électrique de ma maison, la profondeur de mon puits, la composition exacte du sol dans le pré, l'orientation du soleil à 15 heures en septembre. J'essayais de maintenir mes activités normales tout en gérant ce nouveau projet involontaire. Mes fromages de chèvre avaient à gagner en popularité au marché fermier et j'avais plusieurs restaurants locaux qui passaient et maintenant des commandes régulières. Mais entre les coups de téléphone de Léa, les emails de Rachel et les visites surprises de ma mère pour parler décoration, je commençais à me sentir débordée. C'est pendant l'une de ces journées particulièrement stressantes que j'ai rencontré Sophie. C'était un mercredi matin de juillet. Je venais de terminer une conversation tendue avec Rachel au sujet de l'emplacement des toilettes portables quand une camionnette blanche s'est garée devant ma ferme. Une femme en est sortie, la trentaine, cheveux châtains attachés en queue de cheval, un appareil photo professionnel autour du cou. Bonjour, a-t-elle appelé en s'approchant. Je cherche Julien Moreau. C'est moi, ai-je répondu, me demandant si c'était encore quelqu'un lié au mariage. Sophie Bertrand, photographe culinaire. J'ai entendu parler de vos fromages de chèvre au marché de Gordes. Un ami chef qui les achète m'a dit que vous produisez de manière artisanale ici, et je fais une série de reportages sur les producteurs locaux de Provence pour un magazine gastronomique. Ça vous intéresserait? J'ai cligné des yeux, surpris. Un reportage sur ma ferme, si vous êtes d'accord, bien sûr. Ce serait pour le numéro d'automne de Saveurs du Sud. Quelques photos de votre exploitation, une interview sur vos méthodes de production, peut-être quelques clichés du processus de fabrication du fromage. C'est une excellente exposition pour votre entreprise. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri sincèrement. Oui, absolument. Ça serait formidable. Nous avons passé les 2 heures suivantes à parler de ma ferme, de mon parcours, de ma philosophie de production. Sophie posait des questions intelligentes, prenait des notes détaillées et capturait des photos magnifiques de mes chèvres, de ma fromagerie artisanale, des champs de lavande qui commençaient tout juste à fleurir. C'est vraiment un endroit magique, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. On sent que c'est fait avec passion. Merci. C'est toute ma vie, ce domaine. Ça se voit. Comment est-ce que quelqu'un de la ville finit par devenir fermier en Provence? Nous nous sommes assis sur la terrasse avec de la citronnade fraîche et je lui ai raconté mon histoire. Comment j'avais grandi à Paris, étudié la finance, travaillé dans une banque pendant 5 ans. Comment je m'étais sentie vide, déconnectée, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Et comment un voyage en Provence pour un mariage d'amis avait tout changé. J'ai visité une petite ferme caprine et quelque chose s'est déclenché en moi, ai-je expliqué. Le fermier m'a parlé de son travail avec une telle passion, une telle fierté. Il connaissait chacune de ses chèvres par son nom. Il façonnait quelque chose de tangible avec ses mains. Et je me suis dit, c'est ça que je veux, cette authenticité. Sophie souriait. Et votre famille? Ils ont soutenu cette reconversion radicale? J'ai ri amèrement. Pas vraiment. Mon père pensait que j'avais perdu la raison. Ma mère pleurait en disant que j'avais gaspillé mes études. Ma sœur ne comprenait pas pourquoi je voulais travailler avec des animaux qui sentent mauvais. Et maintenant, ils acceptent un peu mieux. Enfin, sauf quand ma sœur décide d'utiliser ma ferme pour son mariage sans vraiment me demander mon avis. Les mots étaient sortis avant que je puisse les retenir. Sophie a levé un sourcil interrogateur. C'est une longue histoire, ai-je soupiré. J'ai du temps, a-t-elle dit doucement. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle était une étrangère qui n'avait aucun lien émotionnel avec ma famille, peut-être parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un d'objectif, mais je lui ai tout raconté. Les invitations envoyées sans permission, la pression familiale, les conditions que j'avais imposées, le stress constant. Waouh, a-t-elle dit quand j'ai terminé, c'est vraiment inapproprié de leur part. Tu penses? Parce que ma mère continue de me dire que je suis égoïste de faire des histoires. Sophie a secoué la tête fermement. Non, c'est ta propriété, ton lieu de travail, ta vie. Le fait que ce soit ta sœur ne lui donne pas le droit de disposer de tes biens sans ton consentement. C'est du respect de base. Merci, ai-je dit, sentant un poids se soulever de ma poitrine. Merci de dire ça. J'avais commencé à me demander si j'étais fou. Tu n'es pas fou. Tu es juste entouré de gens qui ne respectent pas tes limites.
Nous avons continué à parler et la conversation a dérivé vers d'autres sujets. Son travail de photographe, ses propres défis avec une famille qui ne comprenait pas son choix de carrière artistique plutôt que stable. Nous avons découvert que nous partagions une passion pour les vieux films français, pour la randonnée en montagne, pour la cuisine simple mais excellente. Quand elle est partie en fin d'après-midi, elle m'a donné sa carte. Si tu as besoin de parler ou juste de décompresser avec quelqu'un qui comprend, n'hésite pas à appeler. Je la regarderai, ai-je promis. Et j'étais sincère. Les jours suivants, Sophie et moi avons commencé à échanger des messages. D'abord sur le reportage photographique, puis sur d'autres choses. Elle m'envoyait des photos drôles qu'elle prenait dans ses déplacements. Je lui envoyais des anecdotes sur mes chèvres. C'était léger, facile, sans pression. Et pendant ce temps, l'organisation du mariage devenait de plus en plus envahissante. Un matin, je me suis réveillée pour découvrir Rachel et une équipe de 3 personnes en train de prendre des mesures dans mon pré sans m'avoir prévenue. Qu'est-ce que vous faites ici ai-je demandé, encore en pyjama. Oh, Julien, a gazouillé Rachel. Désolée de ne pas avoir appelé avant, mais nous avions un créneau libre ce matin et il fallait absolument finaliser les dimensions pour la tente. On ne vous dérange pas. Continuez votre journée. Vous êtes sur ma propriété privée sans autorisation. Comment êtes-vous entrée? Léa m'a donné le code de votre portail. Pour faciliter les choses, vous comprenez? Mon sang s'est glacé. Léa avait donné le code de mon portail à une entreprise extérieure. Sans me demander. Sortez, ai-je dit calmement. Pardon? Sortez de ma propriété, maintenant. Et Rachel, je veux que vous compreniez quelque chose très clairement. Vous ne venez jamais ici sans mon autorisation explicite préalable. Est-ce que c'est clair? Son sourire professionnel s'est figé. Mais Julien, nous avons un planning très serré. Si nous devons coordonner chaque visite avec vous, ça va considérablement ralentir notre organisation. Alors vous ralentirez, ce sont mes conditions. Soit vous les acceptez, soit vous trouvez un autre lieu. J'ai immédiatement appelé Léa. Comment as-tu osé donner mon code à des étrangers? Ce ne sont pas des étrangers, c'est Rachel et son équipe. Ils travaillèrent pour mon mariage. Ton mariage qui se déroule sur Emma Propriété. Léa, on avait dit que j'aurais le contrôle sur tous les aspects de logistique. Ça inclut l'accès à ma ferme. Oh mon Dieu, Julien, tu es tellement difficile. J'essaie juste de faciliter les choses. Faciliter les choses pour qui? Certainement pas pour moi. Change le code immédiatement. Quoi? Non. Comment l'équipe va accéder si elle a besoin de quelque chose? Ils demanderont la permission, comme des adultes respectueux. Change ce code, Léa. Maintenant. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, mon père appelait. Julien, ta mère vient de me raconter ton altercation avec Léa. Il faut que tu te calmes. Papa, ils sont entrés sur ma propriété sans permission. J'ai le droit d'être en colère. C'est pour le mariage de ta sœur. Tu ne peux pas être un peu plus flexible? Flexible? J'ai déjà accepté d'héberger un événement de 180 personnes que je n'ai jamais voulu. À quel point je dois être plus flexible? Écoute, Robert a soupiré. Je comprends que c'est stressant. Mais Léa est ta petite sœur. Elle ne se mariera qu'une fois. Enfin, espérons-le. Tu ne peux pas juste supporter ça pour elle. Ce n'est pas une question de supporter, papa. C'est une question de respect. Il viole constamment les limites que j'ai établies. Peut-être que tes limites sont un peu excessives. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Mes limites sont excessives. Demander la permission avant d'entrer sur ma propriété privée, c'est excessif? Tu sais ce que je veux dire. Allez, Julien, fais preuve d'un peu d'esprit de famille. L'esprit de famille. Cette expression magique que ma famille utilisait toujours pour justifier n'importe quel comportement irrespectueux. Je dois y aller, papa. Les chèvres ont besoin d'être traites. J'ai raccroché avant qu'il puisse continuer à argumenter. Ce soir-là, j'ai appelé Sophie. Je n'avais pas prévu de le faire, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un qui ne me ferait pas sentir coupable pour défendre mes propres limites. Elle a répondu à la troisième sonnerie. Julien, comment ça va? Honnêtement, pas terrible. Raconte-moi. Et je lui ai raconté l'incident du matin, les appels de ma famille, la pression constante. Tu veux mon avis honnête? A-t-elle demandé après avoir écouté. S'il te plaît. Tu as le droit d'annuler, complètement. Tu n'as jamais vraiment accepté, et même si tu l'avais fait, les violations constantes de tes conditions te donnent toutes les raisons de te retirer. Mais les invitations sont déjà envoyées. Et alors? C'est le problème de Léa, pas le tien. Elle a créé cette situation en agissant sans ton consentement. Les conséquences sont les siennes à gérer. Ma famille ne me le pardonnerait jamais. Sophie a été silencieuse un moment. Julien, est-ce que ta famille te respecte actuellement? La question m'a frappée comme une gifle. Non, non, ils ne me respectent pas. Alors qu'est-ce que tu as vraiment à perdre? C'était une question à laquelle je n'avais pas vraiment de réponse. Écoute, a continué Sophie doucement, je ne te dis pas ce que tu dois faire, c'est ta décision. Mais je veux que tu saches que quelle que soit ta décision, elle est valide. Si tu veux continuer avec le mariage, malgré tout, c'est OK. Si tu veux annuler, c'est OK aussi. Tu n'es pas une mauvaise personne pour avoir des limites. Merci, ai-je murmuré. Vraiment. Merci. De rien. Et si tu as besoin d'une alliée le jour du mariage, je serai ravie de venir avec mon appareil photo. En mode photographe officiel ou juste en mode soutien moral, tu choisis. J'ai souri pour la première fois de la journée, je vais y réfléchir.
Après avoir raccroché, je me suis assis sur ma terrasse, regardant le soleil se coucher sur mes champs de lavande. La floraison était à son apogée maintenant, transformant tout le paysage en vagues violettes ondulantes. C'était magnifique, paisible, exactement pour ça que j'avais choisi cette vie. Et pourtant, je me sentais piégée dans une situation que je n'avais jamais voulu, créée par des gens qui prétendaient m'aimer, mais ne semblaient pas capables de respecter mes choix les plus basiques. Mon téléphone a vibré, un message de ma mère. Ton père m'a raconté votre conversation. Julien, s'il te plaît. Léa est dévastée, elle pleure depuis des heures. Elle dit que tu veux saboter son mariage. Tu ne peux pas lui faire ça. C'est ta petite sœur. J'ai regardé le message longuement, puis j'ai commencé à taper une réponse. Maman, je n'essaie pas de saboter quoi que ce soit. J'essaie juste de protéger ma propriété et mon entreprise. Si Léa est dévastée, c'est parce qu'elle a créé une situation impossible en ne respectant pas mes limites. Je ne change pas le code pour punir. Je le change parce que c'est MA ferme et que j'ai le droit de contrôler qui y accède et quand. J'ai hésité, puis j'ai ajouté: «Et franchement, maman, je trouve ça très révélateur que vous soyez tous tellement préoccupés par les sentiments de Léa, mais que personne ne semble se soucier des miens.» J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me raviser. Sa réponse est arrivée 15 minutes plus tard. Ce n'est pas juste, Julien. Bien sûr que nous nous soucions de toi, mais tu es l'adulte raisonnable dans cette situation. Léa est une future mariée stressée. On attend de toi que tu sois le grand frère mature. Ah oui, j'étais le grand frère mature, ce qui signifiait apparemment que mes sentiments et mes besoins comptaient au moins, que j'étais censée absorber tout le stress, toute l'imposition, tout le manque de respect, parce que j'étais l'adulte raisonnable. Je n'ai pas répondu. Les 2 semaines suivantes ont été tendues. Léa et moi ne nous parlions que par messages courts et formels. Rachel planifiait tout par email, demandant scrupuleusement mon autorisation pour chaque visite, mais je sentais son ressentiment à travers chaque phrase polie. Ma mère appelait tous les 2 jours pour essayer de jouer les médiatrices, mais c'était toujours la même chanson. Sois compréhensif, sois flexible, pense à ta sœur. Mon père avait abandonné et ne m'appelait plus du tout. Seule Sophie restait un point de stabilité. Nous nous étions vus plusieurs fois pour continuer le reportage photo, et ces rencontres étaient redevenues les moments les plus agréables de ma semaine. Elle était intelligente, drôle, et elle me traitait comme un égal plutôt que comme quelqu'un dont les besoins étaient négociables. Un soir, elle est restée pour dîner. J'avais préparé une simple pasta avec mes tomates du jardin, du basilic frais et mon propre fromage de chèvre. Nous avons mangé sur la terrasse sous les étoiles. Tu sais ce que j'apprécie le plus chez toi, a-t-elle dit. Quoi donc? Tu ne te plains pas constamment. Tu as une situation vraiment difficile avec ta famille, mais tu ne laisses pas ça définir ta personnalité. Tu es toujours passionné par ton travail, enthousiaste à propos de tes fromages, fier de ce que tu as construit. J'ai souri. C'est parce que parler avec toi me permet de me rappeler ce qui est vraiment important. Cette terre, ce travail, cette vie que j'ai choisie. Elle a posé sa main sur la mienne. Tu as créé quelque chose de vraiment spécial ici, Julien. Ne laisse personne te faire douter de ça. À ce moment-là, sous les étoiles provençales, avec cette femme remarquable qui me comprenait vraiment, j'ai pris une décision. Je n'annulerai pas le mariage. J'honorerai mon engagement envers Léa parce que malgré tout, elle restait ma sœur et je voulais qu'elle soit heureuse. Mais j'établirai des limites encore plus claires. Et si quelqu'un les violait encore une fois, je me retirerai sans culpabilité. Le lendemain, j'ai envoyé un email à toute la famille et à Rachel. Après mûre réflexion, je confirme que le mariage peut avoir lieu sur ma propriété comme prévu. Cependant, voici les règles finales et non négociables. Toute visite sur la propriété doit être programmée avec moi au minimum 48 heures à l'avance. Aucune modification de l'aménagement ou de l'utilisation de la propriété sans mon approbation écrite préalable. L'assurance événementielle, incluant ma couverture personnelle, doit être finalisée et je dois recevoir une copie du contrat avant le 1er août. Un dédommagement de 3 000 € pour la perturbation de mes activités professionnelles. Toute violation de ces conditions entraînera l'annulation immédiate de l'événement, sans possibilité de discussion. Je ne suis pas en train de négocier. Ce sont les termes. Acceptez-les ou trouvez un autre lieu. Cordialement, Julien. Les réponses t'ont été variées. Rachel, conditions acceptées. Nous respecterons scrupuleusement vos règles. Thomas. Merci, Julien. On comprend et on respecte. Le dédommagement sera versé avant fin juillet. Léa. Je ne peux pas croire que tu me fasses payer pour utiliser ta ferme. Mais ok, si c'est ce qu'il faut pour que tu sois content. Ma mère. Julien, 3 000 €? C'est excessif. Mais si c'est ce que tu exiges. Mon père. Pas de réponse. Leur désapprobation était palpable, mais pour la première fois depuis le début de cette histoire, je me sentais en paix avec ma décision. J'avais établi mes limites, j'avais défendu ma valeur. Et si ma famille ne pouvait pas respecter ça, c'était leur problème, pas le mien. Sophie m'a envoyé un message quand elle a appris ma décision. Fière de toi. Tu as fait ce qui était juste pour toi tout en étant généreux envers ta sœur. C'est un équilibre difficile. Merci. Sans toi, je ne suis pas sûre que j'aurais eu la force de tenir bon. Tu as toujours eu cette force. Tu avais juste besoin que quelqu'un te rappelle que tu as le droit de l'utiliser.
Le mois d'août est arrivé, le contrat d'assurance a été finalisé. Thomas a viré les 3 000 € sur mon compte. Rachel a envoyé un planning détaillé de toutes les visites prévues pour les préparatifs. Tout semblait enfin sous contrôle. Et puis, 3 semaines avant le mariage, Léa a appelé avec une nouvelle demande. Julien, j'ai besoin de te demander quelque chose. Mon estomac s'est noué. Quoi encore? Thomas et moi voudrions passer le week-end avant le mariage à la ferme, pour vraiment nous imprégner du lieu, vous savez, créer des souvenirs avant le grand jour. Léa, ma ferme n'est pas un hôtel. Je sais, mais c'est juste nous deux, on ne dérangera pas. On peut dormir dans ta chambre d'amis? J'ai cette chambre d'amis parce que j'ai parfois des stagiaires ou des apprentis qui viennent apprendre la production fromagère, hein. Ce n'est pas pour les vacances familiales. S'il te plaît, Julien, juste ce week-end, le dernier week-end avant que je devienne Madame Laurent, c'est symbolique pour moi. J'ai fermé les yeux. Pourquoi est-ce que tu ne peux jamais accepter les limites que je pose? Ce n'est pas ça, a-t-elle protesté. Je respecte totalement tes limites. C'est juste une petite demande de plus. Chaque fois, c'est juste une petite demande de plus. Et à chaque fois, ça empiète un peu plus sur ma vie. Tu es vraiment en train de me refuser ça? Sérieusement? Oui, Léa, je suis en train de te refuser ça. Si tu veux passer un week-end romantique en Provence avant ton mariage, il y a des dizaines de magnifiques chambres d'hôtes dans la région. Elle a raccroché sans dire au revoir. 30 secondes plus tard, ma mère appelait. Julien, qu'est-ce que j'apprends? Tu refuses d'héberger ta sœur le week-end avant son mariage? Bonjour maman, ai-je soupiré. Oui, c'est exact. Ma ferme n'est pas un bed and breakfast, mais c'est ta sœur. Elle veut juste créer des souvenirs avant son grand jour. Elle peut créer des souvenirs dans l'un des nombreux établissements charmants de la région. J'ai une exploitation à gérer, maman. Je ne peux pas constamment interrompre mon travail pour accommoder les caprices de Léa. Caprices? Tu appelles ça des caprices? Marguerite avait cette voix aiguë qu'elle prenait quand elle était vraiment contrariée. C'est le mariage de ta sœur, Julien, le jour le plus important de sa vie. Et toi, tu comptes les kilomètres, tu poses des conditions financières, tu refuses la moindre petite demande. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Non, tu m'as élevé à dire oui à tout ce que ma famille demande, même quand ça empiète sur ma vie et mon bien-être. Mais j'ai grandi, maman. J'ai appris que j'ai le droit d'avoir des limites. Des limites. Toujours ce mot. Tu sais ce que je pense de tes limites? Qu'elles sont une excuse pour être égoïste. J'ai senti la colère monter en moi, chaude et familière. Égoïste? C'est moi l'égoïste dans cette histoire. Pas Léa qui a envoyé 200 invitations avec mon adresse sans permission. Pas la famille qui me culpabilise constamment parce que je veux protéger ma propriété. Oh, arrête avec cette histoire d'invitation. C'était une erreur de communication. Léa pensait sincèrement que tu étais d'accord. Une erreur de communication qui aurait pu être évitée si elle m'avait demandé mon accord explicite avant d'imprimer quoi que ce soit. Mais non, elle a juste assumé. Comme vous assumez tous que je vais toujours céder parce que je suis le grand frère raisonnable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Julien? Que tu as raison? Que ta sœur est une monstre terrible? C'est ça que tu veux entendre? Je veux entendre que vous comprenez ma position, que vous respectez mes décisions, que mes sentiments comptent autant que ceux de Léa. Marguerite a été silencieuse un long moment, puis d'une voix plus douce. Bien sûr que tes sentiments comptent, mon chéri. Mais parfois, dans une famille, on doit faire des compromis. On doit penser au bien commun plutôt qu'à soi-même. J'ai fait des compromis, maman. J'ai accepté d'héberger un mariage de 180 personnes sur ma ferme. J'ai accepté une semaine de perturbation. J'ai établi des conditions raisonnables et je les maintiens. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Tu sais quoi? Fais comme tu veux, Julien, mais ne viens pas pleurer quand ta sœur ne te parlera plus après son mariage. Elle a raccroché. Je suis restée là, mon téléphone à la main, me sentant vidée. Était-ce vraiment de l'égoïsme de vouloir garder un contrôle sur sa propre vie, sur sa propre propriété? Mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. Comment va ta journée? J'ai tapé rapidement, famille, encore, toujours. Sa réponse est arrivée instantanément. Café cet après-midi. J'ai du temps libre. Oui, s'il te plaît. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café de Gordes, celui avec la terrasse qui surplombe toute la vallée. Sophie était déjà là quand je suis arrivée, 2 expressos commandés. Raconte, a-t-elle dit simplement. Et j'ai raconté. La demande de Léa, l'appel de ma mère, l'accusation d'égoïsme. Tout. Sophie a écouté attentivement, puis a secoué la tête. Tu sais ce que je trouve fascinant dans ta famille? Quoi donc? La façon dont ils retournent tout. Léa fait quelque chose d'inapproprié, mais c'est toi le méchant quand tu poses des limites. Ta mère te demande de faire des compromis, mais apparemment le compromis va toujours dans une seule direction vers toi qui cède. Exactement. C'est exactement ça. Pourquoi personne d'autre ne voit ça? Parce qu'ils bénéficient du système actuel. Tant que tu continues à céder, ils n'ont aucune raison de changer leur comportement. Alors qu'est-ce que je fais? Sophie a bu une gorgée de son café. Tu continues à tenir bon. Tu maintiens tes limites. Et tu acceptes que ta famille va probablement te punir émotionnellement pour ça. Mais à long terme, soit ils apprendront à te respecter, soit tu auras au moins la satisfaction de savoir que tu ne t'es pas laissé piétiner. Et si je perds ma relation avec ma sœur à cause de ça?
Julien, elle a pris sa main à travers la table. Si ta relation avec ta sœur dépend de ta capacité à ignorer tes propres besoins, ce n'est pas une vraie relation. C'est de l'exploitation déguisée en amour familial. Ces mots ont résonné en moi. Elle avait raison. Absolument raison. Merci, ai-je murmuré. Merci d'être là. Merci de me comprendre. Toujours, a-t-elle souri. Nous avons parlé d'autre chose ensuite. Son prochain projet photographique, mes nouveaux clients restaurateurs, la météo parfaite de cet été provençal. Et petit à petit, j'ai senti le poids sur ma poitrine se dissiper. En la raccompagnant à sa voiture, j'ai pris mon courage à deux mains. Sophie, est-ce que tu voudrais venir au mariage? Comme ma cavalière? Elle a souri largement. J'espérais que tu me le demanderais. Bien sûr que oui. Il y aura probablement du drama familial. J'apporterai du pop-corn. Nous avons ri, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti léger. Les 3 semaines suivantes ont filé rapidement. Rachel et son équipe respectaient scrupuleusement mes conditions, programmant chaque visite à l'avance et me tenant informé de chaque détail. Le dédommagement de 3 000 € était arrivé sur mon compte. L'assurance était finalisée. Léa et moi ne nous parlions presque plus. Nos échanges se limitaient à des messages brefs et formels sur les aspects logistiques du mariage. Elle ne m'avait pas pardonné le refus du week-end pré-mariage et j'avais arrêté d'essayer de justifier mes décisions. Ma mère appelait occasionnellement pour donner des nouvelles du planning, toujours avec un ton légèrement réprobateur, mais elle avait apparemment accepté que je ne changerais pas d'avis. Mon père restait silencieux. Robert n'avait jamais été très bavard de toute façon, mais son silence était maintenant chargé de désapprobation. Et puis est arrivé le jeudi précédant le mariage, le jour où l'installation devait commencer. J'avais pris ma journée pour superviser les opérations. À 8 heures précises, un convoi de camions est arrivé. La tente, les tables, les chaises, l'équipement de sonorisation, le matériel d'éclairage, tout. Rachel était là, impeccable dans son tailleur blanc, sa tablette à la main, dirigeant les équipes avec une efficacité militaire. Bonjour Julien, m'a-t-elle salué professionnellement. Merci d'être présent. Nous allons commencer par installer les bases de la tente dans le pré. Mes équipes savent qu'elles doivent éviter vos cultures et respecter vos zones de travail. Parfait. Je serai là toute la journée pour superviser. Et effectivement, j'ai supervisé. Pendant 8 heures, regardant les équipes enfoncer des piquets dans mon pré, monter une structure massive de toile blanche, installer des rangées de tables rondes et de chaises Chiavari dorées. C'était surréaliste de voir ma ferme se transformer. Le pré, où mes chèvres broutaient habituellement, était maintenant une salle de réception élégante. Le chemin de terre menant à ma maison était bordé de lanternes décoratives. Même mes champs de lavande avaient été embellis avec des rubans blancs attachés à des piquets. C'était beau, je devais l'admettre. Rachel savait ce qu'elle faisait, mais c'était aussi profondément dérangeant de voir mon espace de travail transformé en décor de magazine. Vers 17 heures, Léa et Thomas sont arrivés pour une inspection finale. Oh mon Dieu! A crié Léa en sortant de la voiture. C'est encore plus magnifique que ce que j'imaginais. Rachel, vous êtes un génie. Elle a couru vers la tente, tournant sur elle-même comme une enfant, prenant des photos avec son téléphone. Thomas me regardait avec un sourire gêné. Merci de permettre tout ça, Julien. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Au moins quelqu'un le reconnaissait. Tant que les règles sont respectées, ça ira. Elles le seront, je te le promets. Léa est revenue vers nous, les yeux brillants. Julien, tu as vu? C'est parfait. Absolument parfait. Nos invités vont adorer. Content que tu sois heureuse, ai-je dit sincèrement. Pour un instant, elle a semblé vouloir dire quelque chose d'autre, peut-être même s'excuser. Mais le moment est passé. Bon, on doit y aller, a-t-elle dit. Derniers essayages de robe demain matin. Mais on se voit samedi, le grand jour. Oui, le grand jour. Ils sont partis et j'ai continué ma supervision jusqu'à ce que la dernière équipe parte à 19 heures. Rachel est venue me trouver avant de partir. Tout s'est bien passé aujourd'hui. Mes équipes reviendront demain pour les finitions et la décoration florale. Samedi matin à 6, heure pour les derniers préparatifs. La cérémonie commencera à 15 heures comme prévu. Parfait. Merci de respecter mes conditions. Elle a eu un petit sourire. Vous savez, au début, je vous trouvais difficile. Mais maintenant, je comprends. C'est votre lieu de vie. Vous aviez le droit de poser vos limites. Merci de le reconnaître. De rien. À demain. Ce soir-là, Sophie est venue dîner. J'avais préparé un tagine d'agneau avec des légumes de mon jardin. Nous avons mangé sur la terrasse, regardant le soleil se coucher derrière la tente blanche géante qui dominait maintenant mon pré. Ça fait étrange, non? A-t-elle dit, de voir ton espace transformé comme ça. Très étrange. Mais dans 2 jours, ce sera fini. Et je récupérerai ma ferme. Tu es nerveux pour demain? Le vendredi était le jour où ma famille arrivait. Mes parents, mes grands-parents, plusieurs oncles et tantes. Tous logèrent dans des hôtels voisins, mais ils passeraient forcément par la ferme pour voir les préparatifs. Un peu, ai-je admis. Je ne les ai presque pas vus depuis le début de toute cette histoire. Les conversations téléphoniques ont été tendues. Je ne sais pas comment ça va se passer en personne. Tu veux que je sois là? Non, ça ira. Mais merci. Tu seras là samedi, c'est le plus important. Elle a souri. J'ai acheté une robe spécialement pour l'occasion. Ah oui? Oui. Bleue. Pour aller avec tes yeux.
J'ai senti mes joues chauffer. Tu es impossible. C'est pour ça que tu m'aimes bien. Et c'était vrai. Quelque part entre les reportages photos, les cafés à Gordes et les longues conversations sur ma terrasse, j'étais tombé amoureux de Sophie. Je ne le lui avais pas encore dit, mais je pensais qu'elle le savait. Le vendredi matin est arrivé avec un ciel d'un bleu éclatant, parfait pour un mariage. Les équipes de Rachel sont revenues pour les finitions, installant d'énormes bouquets de roses blanches et de lavande, accrochant des guirlandes lumineuses, disposant des centres de tables élaborés. Vers 11 heures, la voiture de mes parents s'est garée devant la maison. Marguerite en est sortie, élégante dans une robe crème, suivie de Robert en pantalon et chemise blanche. Mon père avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu, ou peut-être que je le remarquais juste maintenant. Julien, a dit ma mère d'un ton neutre. Maman. Papa. Un silence inconfortable. C'est magnifique, a finalement dit Robert en regardant les installations. Vraiment très beau. Oui, Rachel a fait un excellent travail. Marguerite regardait autour d'elle et je voyais son visage se radoucir malgré elle. C'est vrai que ta ferme est l'endroit parfait pour un mariage. Romantique et pittoresque. Je n'ai rien dit. Julien, a-t-elle continué après un moment. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles. Entre toi et Léa. Entre toi et nous. Mais demain est un jour important. Est-ce qu'on peut mettre nos différences de côté? Juste pour demain. Je ne cherche pas la confrontation, maman. Je n'en ai jamais cherché. Je voulais juste du respect. Je sais. Et je suis désolée si tu ne t'es pas sentie respectée. Vraiment. C'était la première fois qu'elle s'excusait. Même si c'était partiel, conditionnel, c'était quelque chose. Merci, ai-je dit doucement. Robert s'est avancé et m'a serré dans ses bras. Mon père n'était pas démonstratif habituellement. Ce geste m'a surpris. Je suis fière de ce que tu as construit ici, mon fils. Même si je ne le dis pas assez. Merci, papa. Le reste de la famille est arrivé progressivement dans l'après-midi. Grand-mère Simone, 85 ans et toujours aussi piquante. Mon oncle Marc et ma tante Claudette. Mes cousins Pierre et Amélie avec leurs enfants. Ils ont tous admiré les installations, complimenté ma ferme, posé des questions sur mes chèvres et mes fromages. C'était presque normal, presque comme une vraie réunion de famille sans tension sous-jacente. Presque. Léa est arrivée en fin d'après-midi avec Thomas et une demi-douzaine de demoiselles d'honneur pour une dernière inspection. Elle portait un jean et un t-shirt blanc, ses cheveux attachés en chignon désordonné, mais elle rayonnait. Tout est parfait, a-t-elle gazouillé. Absolument parfait. Elle m'a regardée et pendant un instant, j'ai revu la petite fille qu'elle était. Ma petite sœur qui venait dans ma chambre quand elle faisait des cauchemars. Qui me suppliait de la laisser jouer avec mes jeux vidéo. Qui pleurait quand je partais pour l'université. Merci Julien, a-t-elle dit doucement. Je sais que je n'ai pas toujours été facile. Mais merci de faire ça pour moi. De rien, Léa, je veux que tu sois heureuse. Elle a souri, et pendant ce moment-là, toute la tension, toute la colère, tous les conflits se sont évaporés. C'était juste nous deux, grand frère et petite sœur. Puis ces demoiselles d'honneur l'ont appelé pour vérifier quelque chose avec les fleurs, et le moment est passé. Ce soir-là, une grande partie de la famille a dîné ensemble dans un restaurant de Gordes. J'ai essayé de m'excuser, disant que je devais me lever tôt pour les préparatifs, mais ma mère a insisté. C'est le dernier dîner de Léa en tant que célibataire. Tu dois être là. Alors j'y suis allée. Et contre toute attente, c'était agréable. On a ri. On a partagé des histoires. Grand-mère Simone a raconté l'histoire de son propre mariage en 1962. Oncle Marc a fait des blagues embarrassantes sur la nuit de noces. Les enfants couraient partout pendant que nous, les adultes, savourions du bon vin local. Pour quelques heures, nous étions juste une famille normale et aimante. Je suis rentrée chez moi vers 23 heures, légèrement éméchée et étrangement optimiste. Peut-être que tout allait bien se passer finalement. Peut-être que le mariage serait magnifique et que les relations familiales se répareraient. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour durer. Le samedi matin, je me suis réveillée à 5h30, le jour du mariage. À travers ma fenêtre, je voyais déjà l'activité commencer. Des camions de traiteurs, des fleuristes, des techniciens audio. Tout le monde était en mouvement. J'ai bu mon café en observant le ballet organisé. Rachel était déjà là, bien sûr, dirigeant tout avec son efficacité habituelle. Les tables étaient dressées avec des nappes blanches immaculées. Les centres floraux étaient disposés. Le bar était installé. À 9 heures, Sophie est arrivée. Je suis venue tôt pour t'apporter un soutien moral, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Et aussi pour prendre quelques photos des préparatifs, si tu veux. Tu es la meilleure. Je sais. Nous avons passé la matinée ensemble, regardant ma ferme se transformer en lieu de conte de fées. C'était plus facile avec elle à mes côtés. Moins solitaire. À midi, Rachel est venue me trouver. Julien, les mariés arrivent pour se préparer. Léa utilisera votre chambre d'amis si c'est toujours d'accord. J'avais accepté ça la semaine précédente, à contre-cœur, mais j'avais accepté. Oui, c'est bon. 1 heure plus tard, ma maison était envahie. Léa, ses demoiselles d'honneur, la coiffeuse, la maquilleuse, la photographe officielle. Partout où je regardais, il y avait des femmes en robe de cocktail, des bouquets de fleurs, du champagne. Je me suis réfugiée dans ma propre chambre pour me préparer. J'avais acheté un nouveau costume pour l'occasion, bleu marine, bien coupé.
Sophie avait raison de dire que le bleu allait avec mes yeux. Un coup à ma porte. C'était Marguerite. Je peux entrer? Bien sûr. Elle est entrée et s'est assise sur mon lit, me regardant ajuster ma cravate. Tu es très élégant. Merci, maman. Julien, je voulais te dire quelque chose. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi. À la façon dont on t'a traité, à la façon dont on a minimisé tes sentiments, je me suis tournée vers elle, surpris. Tu avais raison, a-t-elle continué. On aurait dû te demander ta permission avant tout. On aurait dû respecter tes conditions dès le début. On aurait dû te traiter comme l'adulte responsable que tu es, plutôt que comme quelqu'un dont les besoins sont négociables. Ses yeux brillaient de larmes. Je suis désolée, mon fils. Vraiment désolée. J'ai senti ma propre gorge se serrer. Merci, maman. Ça compte beaucoup pour moi. Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. Tu es un homme bon, Julien. Ta future femme sera chanceuse. En parlant de ça, ai-je dit en me dégageant avec un sourire, j'ai invité quelqu'un, Sophie, la photographe qui fait un reportage sur ma ferme. Marguerite a souri malicieusement. Oh, vraiment? Juste une photographe? Maman, elle a ri. Je veux la rencontrer. Tu la rencontreras? Elle arrive dans 1 heure. À 14 heures, les invités ont commencé à arriver. Des voitures se garèrent le long du chemin. Des gens élégants, en tenue de cérémonie, marchèrent vers la zone de cérémonie installée dans mon champ de lavande. Sophie est arrivée à 14h15 et mon cœur s'est arrêté. Elle portait une robe bleue fluide qui ondulait quand elle marchait, ses cheveux châtains tombant en boucles souples sur ses épaules. Elle était absolument magnifique. Waouh, ai-je dit éloquemment. Tu n'es pas mal non plus, a-t-elle souri. Je lui ai présenté ma famille. Marguerite l'a immédiatement adoptée, bien sûr. Robert lui a parlé de mes fromages avec fierté. Grand-mère Simone lui a dit qu'elle avait de beaux yeux. À 15 heures précises, la musique a commencé. Un quatuor à cordes jouait le canon de Pachelbel, pendant que les invités prenaient place sur les chaises blanches disposées en demi-cercle parmi les lavandes. C'était magnifique. Même moi, avec toute ma réticence initiale, je devais l'admettre. Le cadre était absolument parfait. Thomas est apparu, nerveux mais radieux dans son costume gris anthracite, ses témoins à ses côtés. Puis les demoiselles d'honneur ont descendu l'allée une par une, portant des robes longues couleur lavande. Et enfin, Léa. Elle était accompagnée par Robert, et elle était éblouissante. Sa robe était simple, mais élégante, en dentelle blanche avec une traîne modeste, un voile délicat encadrait son visage. Elle portait un bouquet de roses blanches et de lavande fraîche. Quand elle est passée à côté de moi, elle m'a souri. Un sourire authentique, rempli de gratitude et d'amour. Et à ce moment-là, toutes les disputes, toute la frustration, toute la colère se sont évaporées. C'était ma petite sœur. Et elle était heureuse. 500 mots de contrôle, total partiel. Rundrundum 100 mots. La cérémonie était magnifique. L'officiant, un ami proche de Thomas, a raconté l'histoire de leur rencontre. Comment ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence professionnelle à Lyon. Comment Thomas avait renversé du café sur la robe de Léa et avait passé l'heure suivante à s'excuser. Comment ils avaient découvert qu'ils habitèrent le même quartier à Paris. Comment, 6 mois plus tard, Thomas l'avait demandé en mariage sur un pont de la Seine au coucher du soleil. Léa pleurait. Thomas pleurait. Ma mère pleurait. Même mon père avait les yeux humides. Quand l'officiant a demandé s'ils acceptèrent de se prendre pour époux, leurs ouïs ont résonné clair et fort à travers le champ de lavande. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Applaudissements, acclamations. Le quatuor à cordes a entamé une mélodie joyeuse pendant que Léa et Thomas remontèrent l'allée, main dans la main, rayonnant. Sophie a pris ma main. C'était beau. Oui, oui, ça l'était. Le cocktail a suivi, servi près de la grange comme prévu. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés gastronomiques. Les invités se mélangeaient, admirant le cadre, complimentant les sons. Mariée, plusieurs personnes sont venues me voir pour me féliciter de ma magnifique propriété. J'ai dû raconter l'histoire de ma reconversion professionnelle au moins 20 fois. Un couple m'a même demandé si je faisais des locations pour événements. Non, ai-je répondu fermement, c'est une exception unique pour ma sœur. Sophie riait à côté de moi. Au moins tu es cohérent. Le dîner a été servi à 19 heures dans la grande tente. 178 invités finalement, un peu moins que prévu. Les tables rondes devant être décorées avec goût, les centres floraux parfaitement assortis. Le menu était exceptionnel, plats provençaux gastronomiques préparés par un traiteur étoilé de Marseille. J'étais assis à la table familiale avec Sophie, mes parents, mes grands-parents et quelques oncles et tantes. L'ambiance était chaleureuse, détendue. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment partie intégrante de ma famille. Entre les plats, les discours ont commencé. Robert a parlé de sa fille avec fierté et émotion. Les parents de Thomas ont partagé des anecdotes embarrassantes de son enfance. Le témoin de Thomas a raconté des histoires hilarantes de leurs années d'université. Puis est venu mon tour. Je n'avais pas préparé de discours. Je n'en avais même pas vraiment prévu de faire un. Mais quand Léa m'a regardée avec ses yeux suppliants, j'ai su que je devais dire quelque chose. Je me suis levée, un peu nerveux, tenant mon verre de champagne. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien, le grand frère de Léa, et propriétaire de cette ferme où nous célébrons aujourd'hui.
Rire dans l'assemblée. Il y a quelques mois, quand Léa m'a annoncé qu'elle voulait se marier ici, j'ai été surpris. En fait, surprise est un euphémisme. J'ai été carrément pris de court. Plus de rire. Léa rougissait mais souriait. Mais en regardant autour de moi ce soir, en voyant tous ces visages heureux, en sentant cette atmosphère d'amour et de joie, je comprends pourquoi elle voulait cet endroit. Cette terre représente pour moi la transformation, le courage de suivre ses rêves malgré les doutes. Et c'est exactement ce que Léa et Thomas font aujourd'hui. Ils construisent de quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. J'ai regardé ma sœur directement. Léa, tu seras toujours ma petite sœur, celle que je veux protéger, mais aujourd'hui je te confie à quelqu'un que je sais prendra soin de toi. Thomas, bienvenue dans la famille. Prends soin d'elle. J'ai levé mon verre. Ô mariés, que votre vie ensemble soit aussi belle que cette journée. Santé, santé, ont répondu tous les invités à l'unisson. Léa s'est levée et est revenue me serrer dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Merci, a-t-elle murmuré. Merci pour tout. De rien, petite sœur. La soirée s'est poursuivie dans la joie. Un DJ avait remplacé le quatuor à cordes, et la piste de danse, installée sous la tente, s'est rapidement remplie. Jeunes et moins jeunes dansèrent sur des tubes français et internationaux. Sophie et moi avons dansé sur plusieurs chansons lentes, et c'était merveilleux de la tenir dans mes bras, de sentir sa tête contre mon épaule. Je suis content d'être venu, a-t-elle murmuré. Moi aussi, je suis content que tu sois là. À minuit, il y a eu le traditionnel gâteau, une impressionnante pièce montée de 5 étages, ornée de fleurs comestibles et de feuilles d'or. Léa et Thomas l'ont coupé ensemble sous les applaudissements et les flashs. Puis vers 1 heure du matin, les choses ont commencé à se calmer. Les invités plus âgés partaient, les enfants dormaient sur les genoux de leurs parents, seuls les plus jeunes continuèrent à danser. Je me suis éloignée discrètement vers ma maison, Sophie à mes côtés. Épuisée a-t-elle demandé. Complètement. Mais content, vraiment content que ça se soit si bien passé. Tu as fait quelque chose de merveilleux aujourd'hui, Julien. Tu as mis tes propres sentiments de côté pour rendre ta sœur heureuse, mais tu as aussi maintenu tes limites avec dignité. C'est un équilibre difficile. Merci, ai-je dit en passant mon bras autour de ses épaules. Sans toi, je ne sais pas si j'aurais eu la force de tenir bon. Tu l'aurais eu. Mais je suis contente d'avoir pu être là. Nous nous sommes assis sur les marches de ma terrasse, regardant la fête continuer sous la tente illuminée. La musique était plus douce maintenant. Des ballades romantiques pour les derniers danseurs. C'est bizarre, ai-je murmuré. Pendant des mois, j'ai redouté ce moment. Et maintenant que c'est là, c'est presque triste que ça se termine. Parce que c'était finalement beau, a dit Sophie. Malgré tout le stress, malgré tous les conflits, tu as créé quelque chose de magique pour ta sœur. On a créé ma famille, Rachel, les équipes. Et toi aussi. Ta présence m'a aidé plus que tu ne le crois. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je suis heureuse d'avoir été là. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, profitant de la fraîcheur de la nuit provençale, du parfum de lavande porté par la brise. Vers 2 heures du matin, Léa et Thomas sont venus nous trouver. Ils étaient encore en tenue de mariage, mais Léa avait enlevé ses chaussures et portait maintenant des baskets blanches sous sa robe. On va y aller, a annoncé Léa. Notre suite nuptiale nous attend à l'hôtel. Félicitations encore, ai-je dit en me levant pour les embrasser. C'était une magnifique journée. Grâce à toi, a dit Léa, ses yeux brillants de larmes heureuses. Julien, je sais que je n'ai pas été facile. Je sais que j'ai poussé trop loin, que j'ai violé tes limites, que j'ai été égoïste. Léa. Non, laisse-moi finir. J'ai été horrible, vraiment horrible, et tu aurais eu tous les droits de refuser, d'annuler, de me dire d'aller au diable, mais tu ne l'as pas fait. Tu as mis tes sentiments de côté pour me rendre heureuse. Tu es le meilleur grand frère qu'on puisse avoir. Elle pleurait maintenant pour de vrai, et je l'ai serrée dans mes bras. Tu es ma sœur. Je voulais que tu sois heureuse. Je le suis. Tellement heureuse. Et je te promets, je vais être une meilleure sœur, plus respectueuse, plus attentive à tes besoins. Je l'espère. Thomas m'a serré la main chaleureusement. Merci Julien, pour tout. Et désolé pour le chaos, c'est oublié. Allez profiter de votre nuit de noces. Ils sont partis main dans la main et je les ai regardés s'éloigner avec un mélange de soulagement et de mélancolie. Sophie est restée cette nuit-là. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, assis sur ma terrasse pendant que la fête se terminait progressivement sous la tente. À 4 heures du matin, les derniers invités sont partis. À 5 heures, l'équipe de nettoyage est arrivée pour commencer le démontage. Je devrais probablement superviser, ai-je dit sans vraiment bouger. Ou tu pourrais dormir quelques heures et les laisser faire leur travail, a suggéré Sophie. Rachel sait ce qu'elle fait. Tu as raison, nous sommes allés dans ma chambre, et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, paisiblement, sans stress ni anxiété. Je me suis réveillée vers 11 heures. Sophie dormait encore à côté de moi, ses cheveux étalés sur l'oreiller. Elle était magnifique. Je suis descendue doucement pour ne pas la réveiller. Dehors, la transformation était déjà bien avancée. La tente était en train d'être démontée. Les tables et les chaises étaient empilées dans des camions. Les décorations florales étaient retirées. Rachel supervisait tout avec son efficacité habituelle. Bonjour Julien, m'a-t-elle salué. Bien dormi? Étonnamment bien. La cérémonie était magnifique.
Vous devriez être fier. Merci. Et merci pour tout votre travail. Vous avez fait un boulot exceptionnel. C'était un plaisir, vraiment. Et vous savez quoi? Malgré notre début difficile, je respecte énormément la façon dont vous avez géré toute cette situation. Vous aviez vos limites, vous les avez maintenues, mais vous avez aussi été généreux. C'est rare. J'apprécie que vous disiez ça. Mes parents sont arrivés vers midi avec du pain frais, des croissants et du café. Ma mère avait les yeux fatigués mais heureux. Quelle soirée magnifique, a-t-elle dit en installant le petit déjeuner sur ma table de terrasse. Léa était radieuse. Elle l'était vraiment. Robert m'a donné une tape amicale sur l'épaule. Tu as fait un beau discours hier soir, mon fils. Merci, papa. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, regardant les équipes continuer le démontage. Sophie nous a rejoints vers 13 heures, fraîche et souriante, malgré la courte nuit. Ma mère l'a immédiatement prise sous son aile, lui posant 1000 questions sur son travail, sa famille, ses intentions avec son fils. J'ai essayé d'intervenir plusieurs fois, mais Sophie gérait la situation avec grâce et humour. Vers 15 heures, le démontage était terminé. Mon pré ressemblait de nouveau à un pré. Les champs de lavande étaient intacts. Même les déchets avaient été ramassés. C'était comme si rien ne s'était passé. Sauf que quelque chose s'était passé. Quelque chose d'important. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Mes parents sont rentrés à Paris. La famille s'est dispersée. Léa et Thomas étaient partis en lune de miel aux Maldives. Et moi, j'ai retrouvé ma routine. Mes chèvres, mon fromage, mes marchés fermiers, ma vie tranquille et prévisible. Sauf que maintenant, il y avait Sophie. Elle venait souvent à la ferme, parfois pour travailler sur son reportage photographique, mais de plus en plus souvent juste pour être là. Pour m'aider avec les chèvres, pour cuisiner avec moi, pour s'asseoir sur la terrasse et regarder le coucher de soleil. Un soir, 3 semaines après le mariage, elle est arrivée avec une bouteille de vin et un sourire mystérieux. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse ai-je demandé. J'ai une proposition à te faire. Je suis tout oui. Mon bail à Aix se termine dans 2 mois et j'ai réalisé que je passe plus de temps ici qu'en ville de toute façon. Alors je me demandais, est-ce que tu aurais de la place pour une colocataire? Mon cœur s'est arrêté. Tu veux emménager ici? Si tu es d'accord, je paierai un loyer bien sûr. Et j'aiderai avec la ferme. Je ne connais rien au fromage de chèvre, mais je suis prête à apprendre. Sophie, je ne veux pas de ton loyer, Julien. Je veux que tu emménages ici, pas comme colocataire, comme ma compagne, comme la personne avec qui je veux construire ma vie. Elle a souri, ses yeux brillants. C'était exactement ce que j'espérais t'entendre dire. Nous nous sommes embrassés sous le ciel étoilé de Provence et j'ai su que c'était le choix juste. Léa et Thomas sont rentrés de leur lune de miel bronzés et heureux. Ma sœur m'a appelé dès leur arrivée à Paris. Julien, on a passé un moment extraordinaire. Les Maldives, c'était un rêve. Mais tu sais quoi? Le plus beau souvenir reste notre mariage. À ta ferme, c'était parfait. Je suis content que tu en gardes un bon souvenir. Comment je pourrais ne pas? C'était magique. Et je voulais te dire, Thomas et moi avons beaucoup parlé. De nous, de la famille, de toi. Et on a réalisé qu'on ne t'avait jamais vraiment remercié. Pas seulement pour la ferme, mais pour ta patience, ta générosité, ta capacité à pardonner. Léa, c'est oublier. Non, ce n'est pas oublier, mais c'est pardonner. Et je veux que tu saches que ça compte, que tu comptes, que je t'aime, grand frère. Je t'aime aussi, petite sœur. Après avoir accroché, j'ai regardé autour de moi. Sophie était dans la fromagerie, apprenant les bases de la fabrication du fromage de chèvre avec une concentration intense. Mes chèvres broutaient paisiblement dans le pré qui avait accueilli le mariage. Les champs de lavande ondulaient sous la brise de septembre. Ma ferme, ma vie, ma famille, tout était à sa place. 2 mois plus tard, Sophie a officiellement emménagé. Elle a transformé une partie de ma grange en studio photographique. Elle a installé ses plantes partout dans la maison. Elle a adopté 2 chatons qui chassent maintenant les souris dans la fromagerie. Et petit à petit, ma ferme est devenue notre ferme. Ma relation avec ma famille s'est également améliorée. Marguerite appelait régulièrement, non plus pour me faire culpabiliser, mais pour vraiment prendre des nouvelles. Robert est même venu passer un week-end pour apprendre le processus de fabrication du fromage. Léa et Thomas visitèrent souvent, respectant toujours mes horaires et mes limites. Le reportage de Sophie sur ma ferme a été publié dans le numéro d'automne de Saveurs du Sud. 6 pages magnifiques, avec des photos époustouflantes et une interview approfondie. L'article a généré un intérêt considérable. J'ai reçu des dizaines de demandes de restaurants, de boutiques gastronomiques, même d'exportateurs qui voulaient distribuer mes fromages. Mon entreprise a grandi. J'ai dû embaucher un apprenti, puis deux. Sophie a commencé à gérer la partie marketing et communication, utilisant ses compétences photographiques pour créer une présence en ligne qui a fait exploser mes ventes. Un an après le mariage, presque jour pour jour, je me suis réveillée avec une idée. Sophie dormait encore à côté de moi, son visage paisible dans la lumière douce du matin. Je l'ai regardée longuement, cette femme qui avait transformé ma vie, qui m'avait soutenue pendant les moments les plus difficiles, qui avait cru en moi quand je doutais de moi-même. J'ai su ce que je devais faire.
3 mois plus tard, par un samedi après-midi d'octobre, j'ai organisé un petit déjeuner familial à la ferme. Mes parents, Léa et Thomas, mes grands-parents, quelques oncles et tantes. Tout le monde était là. Sophie pensait que c'était juste une réunion familiale normale. Elle avait préparé une quiche et une salade, complètement détendue et souriante. Après le repas, je me suis levée et j'ai frappé mon verre pour attirer l'attention. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Il y a un an, nous étions réunis ici pour célébrer le mariage de Léa et Thomas. C'était une journée magnifique, malgré tous les défis qui l'ont précédée. Rire dans l'assemblée, cette journée a été un tournant pour moi. Pas seulement parce que j'ai appris à établir mes limites et à les maintenir, mais aussi parce que j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. J'ai regardé Sophie, qui commençait à comprendre où je voulais en venir, ses yeux s'écarquillant. Sophie, tu es entrée dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. Tu m'as écoutée, tu m'as soutenue, tu m'as aidée à voir ma propre valeur. Tu as transformé cette ferme en foyer. Tu m'as appris que l'amour, c'est aussi respecter les limites de l'autre tout en étant présent. Je me suis agenouillée, sortant une petite boîte de velours de ma poche. Sophie Bertrand, veux-tu m'épouser? Elle avait les larmes aux yeux, ses mains tremblaient. Oui, oui, 1000 fois oui. La famille a explosé en applaudissements et en acclamations. Léa pleurait de joie. Ma mère aussi. Même mon père avait les yeux humides. Après que tout le monde se soit calmé, Léa s'est approchée avec un sourire malicieux. Alors, grand frère, tu vas faire ton mariage ici? À la ferme? J'ai regardé Sophie, qui riait. Absolument pas, ai-je répondu fermement. On va louer un château, ou une villa en bord de mer, n'importe où sauf ici. Tout le monde a éclaté de rire. Mais sérieusement, a continué Léa, si vous voulez le faire ici, je t'aiderai à organiser. Et cette fois, je demanderai la permission pour absolument tout. Promis, j'ai souri. On verra, peut-être. Mais avec des règles très très claires. Sophie a serré ma main, on pourrait y réfléchir. C'est un endroit magique après tout. Et c'est ainsi que, 10 mois plus tard, nous nous sommes mariés exactement au même endroit où Léa et Thomas avaient célébré leur union. Dans mon pré, parmi les lavandes, sous un ciel provençal parfait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était mon choix. Notre choix. Léa a été ma témoin. Elle a respecté chaque limite, demandé la permission pour chaque détail, et elle a été la sœur que j'avais toujours espéré qu'elle soit. Thomas était le témoin de Sophie. Mes parents rayonnèrent de fierté. Grand-mère Simone, maintenant âgée de 27 ans, a fait un discours hilarant sur les secrets d'un mariage heureux. Et quand l'officiant m'a demandé si j'acceptais de prendre Sophie pour épouse, mon oui a résonné clair et certain à travers les chants que j'aimais tant. Parce que j'avais appris quelque chose d'important pendant toute cette aventure. J'avais appris qu'on peut aimer sa famille tout en ayant des limites, qu'on peut être généreux sans se sacrifier, qu'on peut pardonner sans oublier, et surtout qu'on peut construire une vie authentique sur ses propres termes, tout en restant connecté aux gens qu'on aime. Ma ferme en Provence n'était plus seulement mon lieu de travail, c'était devenu le symbole de tout ce que j'avais construit, de tout ce que j'avais défendu, de tout ce que j'avais gagné en osant dire non quand c'était nécessaire, et oui quand c'était juste. Et maintenant, avec Sophie à mes côtés, avec ma famille qui me respectait enfin, avec mon entreprise qui prospérait, je savais que j'avais pris les bonnes décisions. Même les plus difficiles, surtout les plus difficiles, parce que c'est dans la défense de nos limites qu'on trouve notre véritable force. C'est dans le respect de soi qu'on gagne le respect des autres. Et c'est dans le courage de dire non qu'on trouve la liberté de dire oui aux bonnes choses. Ce soir-là, après que tous les invités soient partis, Sophie et moi nous sommes assis sur notre terrasse, regardant les étoiles briller au-dessus de nos champs de lavande. Tu regrettes, a-t-elle demandé, d'avoir finalement accepté le mariage de Léa à l'époque? J'ai réfléchi un moment. Non, je ne regrette pas, parce que cette expérience m'a appris qui j'étais vraiment. Elle m'a forcé à établir des limites que j'aurais dû établir depuis longtemps, et surtout, elle m'a amené à toi. Elle a souri. Alors je suis contente que Léa ait envoyé ses 200 invitations. Moi aussi, même si je ne l'admettrai jamais devant elle. Nous avons ri et j'ai su que c'était exactement là où j'étais censée être, dans ma ferme, avec ma femme, vivant ma vie selon mes propres termes, enfin libre.